Bonsoir et bienvenue à la rencontre d'informations concernant la gestion des eaux indésirables. Je me présente, Jennifer Drouin-Ostigui, conseillère en communication à la ville de Saint-Hyacinthe. Avant de commencer, je désire vous informer que la rencontre de ce soir sera enregistrée et par la suite diffusée sur notre site Internet. Voici l'ordre du jour. Je ne l'ai pas mis, mais je vais vous le dire. Je fais le rôle de micro et d'ordinateur en même temps, mais je vais vous dire qu'est-ce qu'il va y avoir. Donc, dans un premier temps, M. André Beauregard, maire de Saint-Hyacinthe, prendra la parole. Par la suite, M. Charles Laliberté, directeur général adjoint des services techniques, fera une mise en contexte de la gestion des eaux indésirables et présentera le chemin de l'eau. De son côté, M. Jocelyn Bazinet, conseiller technique aux infrastructures au service du génie, expliquera les phases du plan de déploiement. Finalement, Elena Aratsaris, directrice des communications et de la participation citoyenne, vous expliquera les outils de notre campagne de communication. Pour conclure, il y aura une période de questions. Ainsi, si vous avez des questions durant la rencontre, je vous demande de bien les garder pour le moment opportun. Avant de commencer, je voudrais également vous présenter certaines personnes qui sont dans la salle. Nous avons Mme Claire Gagné, conseillère municipale du district Bois-Joli. Monsieur David Olivier Huard, conseiller municipal du district Douville. Ainsi que Mme Annie Pelletier, conseillère municipale du district Saint-Sacrement. Oh, il y a Monsieur Donald Côté également présent, conseiller municipal du district Sainte-Rosalie. Voici ce qui conclut les présentations. J'invite maintenant le maire André Beauregard à prendre la parole. Merci Jennifer. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence à cette rencontre d'information citoyenne. Nous sommes réunis pour parler d'un sujet fondamental, l'eau et plus précisément de la façon dont nous gérons les eaux indésirables dans notre réseau d'égouts. Quand on parle d'eau indésirable, on parle surtout de l'eau de pluie qui finit dans les réseaux d'égouts sanitaires. Une situation qui a des conséquences importantes. Cela surcharge nos infrastructures, contribue au débordement dans la rivière et oblige notre usine à traiter de l'eau qui, en réalité, n'a pas besoin de l'être. C'est inefficace, c'est coûteux et ce n'est plus viable. Notre plan vise une chose, agir à la source. Il s'inscrit en conformité avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Il repose sur deux grands volets d'intervention qui s'amorcent dès cette année, les gouttières et les raccordements inversés. On le sait, notre plan est ambitieux, mais c'est nécessaire. On ne peut pas se permettre de fermer les yeux. Comme maire, j'aurais pu choisir de repousser ce plan, mais ce n'est pas ce qu'on a fait. Avec le conseil municipal, on a choisi d'agir maintenant. Parce que la gestion de l'eau, c'est l'affaire de tous. On investit déjà des millions dans nos infrastructures. Ce plan vient compléter nos efforts. C'est un pas énorme vers une meilleure gestion de l'eau à Saint-Hyacinthe. Et sa réussite repose en grande partie sur la collaboration de la population. Vous ne le savez peut-être pas, mais chaque changement effectué chez les citoyens a le pouvoir de faire une différence significative dans la réduction du volume d'eau indésirable qui s'infiltre dans nos réseaux. Et tout commence par la mise aux normes de nos installations et de vos installations. Je cède maintenant la parole à nos experts municipaux et pour commencer, M. Charles Laliberté, directeur général adjoint aux services techniques. Merci à vous tous, bonne soirée. Espérons qu'on va pouvoir vous aider et répondre à vos questions. Ils vont sûrement être nombreux, j'en suis convaincu. Bonsoir. Donc, je vais procéder là, à une mise en contexte du sujet ce soir. Donc, on a une belle diapo qui a été préparée par la direction des communications en collaboration avec le service du génie. On dit souvent là, qu'une image vaut 1000 mots. Ben, dans ce diagramme-là, on a à peu près tout ce qui va être couvert dans la soirée. Ce soir est illustré en même ce diagramme-là du chemin de l'eau à Saint-Hyacinthe. Bon, là, on dit chemin de l'eau à Saint-Hyacinthe, mais c'est pas très différent du chemin de l'eau dans les 1000 municipalités du Québec. Ici, à Saint-Hyacinthe, on a notre propre usine de traitement d'eau potable, puis on a notre propre usine de traitement des eaux usées. Donc, on est bien desservi à ce niveau-là. Et pour faire le cheminement de l'eau, je vais commencer par nous amener sur le diagramme à l'usine de filtration qui est sur la rue Giroir-Est, près de la Porte des Mers,
Ouest, merci, Monsieur le maire. La Est, ça va être pour l'usine d'épuration. Donc, Giroir Ouest, près de la Porte des Mers. Donc, la prise d'eau, elle est située en plein milieu de la rivière, juste en amont du barrage, en profondeur, pour être sûr d'avoir de l'eau en tout temps, même en temps d'étiage de la rivière Yamaska. Donc, les grandes prises d'eau amènent l'eau brute à l'usine de production d'eau potable. Et là, c'est traité par un processus de filtration, puis de chloration, ozonation et ultraviolet, un traitement ultraviolet. Et ensuite, c'est acheminé dans des grands réservoirs. On en a 4 à l'usine, directement sur le site de l'usine. Des réservoirs d'emmagasinement d'eau potable. Puis on en a un qui est excentré, un réservoir qui est il est à Douville, au parc Hertel-Cloutier, à l'intersection de la rue Carillon et Longueuil. Carignan, merci, monsieur. Je vais avoir besoin de votre support ce soir, merci. Donc, de ces grands réservoirs-là, il y a des très grandes pompes qui vont pomper l'eau à travers du réseau d'aqueduc pour desservir toute la ville. Donc, on voit le cheminement. Donc, l'eau traitée, elle arrive dans vos résidences. Et puis là, c'est là qu'est le vif du sujet ce soir. C'est-à-dire que, bon, pour toutes les eaux domestiques, vos eaux de lavage, des égouts, en fait, des toilettes, les douches, tout ça, ça s'en va dans le réseau d'eau usée. Et ça va être acheminé par pompage à notre usine de traitement des eaux usées. Mais il y a d'autres eaux aussi qui tombent du ciel sur votre terrain, de l'eau de ruissellement. Puis celle-là, il y a comme 2 chemins qu'elle peut emprunter. D'une part, il y a le chemin préférentiel qu'on va vous parler ce soir, c'est-à-dire que si elle tombe sur votre toit, elle s'en va dans vos gouttières. Ce qu'on veut, c'est qu'elle s'en aille dans des zones perméables pour s'infiltrer dans la nappe phréatique. Ça, c'est le chemin privilégié. Mais sinon, il y a le réseau d'égouts pluvial. Donc, toute l'eau de ruissellement de vos entrées de cours, tout ça, ça s'en va dans la rue, dans le réseau d'égouts pluvial, et ça s'en va direct à la rivière. Donc, c'est vraiment ça, notre cheminement de l'eau. Puis là, je vais vous le décrire un peu plus en détail pour le but étant de vraiment que vous cernez c'est quoi les eaux indésirables là, en tant que telles. Donc, on revient, parcours de l'eau domestique, donc de la rivière à votre maison. Donc, l'usine de filtration prélève l'eau de la Yamaska. Elle traite pour fournir une eau de qualité aux citoyens, aux industries ou aux entreprises. Puis également, ça nous permet d'assurer la protection incendie. Puis de votre maison à la rivière, là, c'est l'eau qui est acheminée à l'usine d'épuration, qui est traitée. On en traite beaucoup. Donc, c'est un traitement qui prend 15 heures. Là, la goutte d'eau prend 15 heures à passer à travers du traitement. On en traite 45 000 mètres cubes par jour. C'est beaucoup d'eau. Là. C'est 18 piscines olympiques là, qu'on traite par jour. Donc, on a nos parcours de l'eau. Puis là, c'est là qu'est le vif du sujet, si on veut. Le parcours 1, pour l'eau de ruissellement, l'eau de pluie, ça en va dans le réseau pluvial directement à Yamaska. Puis le parcours 2, qu'on vous parlait tantôt, les précipitations, ça en va dans les gouttières, on s'en va dans les surfaces perméables. Ça va permettre de remonter la nappe phréatique et ultimement de pouvoir alimenter la Yamaska en souterrain aussi. Donc, les infrastructures souterraines, juste pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en est, c'est que il y a deux réseaux. Il y a le réseau d'aqueduc, comme on en a parlé tantôt, puis le réseau d'égouts pour les eaux domestiques. Et puis là, dans les réseaux d'égouts, il y a 3 types de réseaux d'égouts. Donc, le réseau pluvial, qui est uniquement destiné aux eaux de pluie. Le réseau sanitaire, qui, lui, est uniquement destiné aux eaux usées domestiques. Puis, il y a les égouts unitaires. Les égouts unitaires, c'est des systèmes qui combinent les deux. C'est ce qu'on fait présentement dans nos grands travaux d'infrastructure de réfection de rue, c'est qu'on va venir séparer ces réseaux-là. Les réseaux unitaires, vous
comprendrez qu'on ne veut pas emmener l'eau de pluie à l'usine d'épuration. Fait que petit à petit, à travers de nos projets, les grandes réfections de rue, ce qu'on fait sur Bourdage en ce moment, ce qu'on a fait sur Concorde et tout ça, on sépare les réseaux, on met une conduite d'égout pluvial, une conduite d'égout sanitaire, puis on vient minimiser les eaux qui sont acheminées à l'usine d'épuration pour diminuer nos débits. Bon, qu'est-ce que c'est des eaux indésirables? Bon, on dit qu'en moyenne, il y a 100 000 litres d'eau par année qui sont redirigés dans les égouts pour chaque maison qui n'est pas conforme, qui n'a pas un aménagement adéquat. Fait que c'est quand même beaucoup, beaucoup d'eau. Hein? C'est l'équivalent de 2 piscines hors terre qui ne vont pas à bonne place quand l'installation n'est pas conforme. Les eaux de ruissellement, justement, qui s'infilent dans nos réseaux d'égouts sanitaires, ben, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils viennent engorger nos réseaux d'égouts sanitaires, puis c'est pour ça qu'on les nomme indésirables, on les veut pas. C'est de l'eau propre, on la veut pas dans les égouts sanitaires domestiques, là. Donc, il y a quand même aussi 2 types d'eau indésirables. Le premier type, on en parle depuis tantôt, c'est vraiment les eaux de ruissellement qui sont dirigées vers le réseau sanitaire, qui engorgent le réseau sanitaire. Mais il y a l'inverse aussi. C'est-à-dire que une installation non conforme, des fois, il y a des installations où est-ce que l'égout sanitaire, l'égout domestique des maisons, s'en va dans le réseau pluvial. Fait que vous comprendrez que c'est pas correct pantoute non plus. C'est l'eau sale qui s'en va dans le réseau d'eau propre direct à rivière, là. Fait que il y a une non-conformité là aussi, ça arrive. C'est pas il n'y a pas des tonnes de propriétés comme ça, mais on en a à travers du territoire à corriger aussi. Fait que retenez eau propre dans l'eau sale, c'est pas bon, puis l'eau sale dans l'eau propre, c'est pas bon. Fait que il faut vraiment que les réseaux soient à bonne place. Fait que c'est quoi les conséquences des eaux indésirables? Ça surcharge les réseaux d'égouts, ça fait de la pollution. Entre autres, si ça en va direct, les eaux usées vont direct à la rivière sans être traitées, c'est pas génial. Ça fait une pression accrue sur les stations de pompage puis l'usine de traitement des eaux usées. Bon, les eaux de pluie qui s'en vont dans le réseau, ben, ça surcharge nos réseaux. Ça fait des débordements plus fréquents à la rivière Yamaska parce que nos réseaux sont conçus pour traiter une quantité d'eau, mais au-delà d'une certaine quantité, ben, ça déborde dans la rivière. Donc, plus qu'on diminue nos eaux indésirables, plus qu'on diminue nos débordements. En fait, les eaux indésirables créent aussi des refoulements d'égouts. La conséquence de tout ça, c'est que ça rend la gestion globale de l'eau beaucoup plus complexe quand on a des eaux indésirables. Donc, pourquoi on fait un plan de gestion des eaux indésirables? Ben, c'est pour assurer une gestion de l'eau en protégeant l'environnement, en respect des normes du ministère de l'Environnement. Puis comment qu'on fait ça? Ben, c'est en limitant l'infiltration puis le captage des eaux inutiles dans le réseau, qu'il s'agisse des zones résidentielles, commerciales ou industrielles. On va couvrir dans notre programme toutes les zones. Fait que c'est un programme ambitieux. Pour cette offensive-là, ben, on a besoin de quoi? On a besoin de vous, les citoyens. C'est pour ça que on prend le temps de vous expliquer exactement qu'est-ce qu'il y en est ce soir. Puis ça va être le temps pour moi de laisser la parole à mon collègue Jocelyn Bazinet qui va vous décrire la grande campagne là, qu'on va mener là, jusqu'en 2030. Merci, Charles. Bonsoir tout le monde. Content de vous voir ici ce soir pour parler d'environnement. C'est quelque chose qui a quelques dizaines d'années déjà. C'est beaucoup plus rare de réussir à rassembler des gens pour parler d'environnement. Fait que je suis très content de vous voir ce soir. Avant de parler du plan d'action qui va vous être présenté, je voudrais simplement faire une mise en contexte au niveau de la présente campagne là, qui a commencé cette année puis qui va se poursuivre là, jusqu'en 2030. Il faut comprendre que ça se fait dans un contexte de changement climatique. Les changements climatiques, vous avez tous entendu parler de ça. On en entend parler à tous les jours. Il y a toujours moyen de lire quelque chose là-dessus. Et puis, c'est là pour rester. Puis ça va probablement
rempirer au fil du temps. Fait qu'il faut déjà se doter d'un plan d'action pour être capable de faire face à ça puis de vivre ça avec le moins de désagréments possible. Comme vous avez certainement pu le constater, les précipitations, au fil du temps, il y en a de beaucoup plus qu'il y en avait avant, et puis sont plus intenses. Auparavant, quand on a commencé à établir des normes, il y a déjà là, quelques dizaines d'années, on parlait, mettons, d'une pluie de récurrence 10 ans. Ça voulait dire une pluie qui survenait une fois par 10 ans. On parlait également de pluie de récurrence 100 ans, puis il y avait des modèles qui étaient tous établis pour ça. Maintenant, une pluie de récurrence 10 ans, ben, elle va survenir aux 2 ans. Fait qu'il faut être capable de s'ajuster. Quand on arrive pour dimensionner les conduites d'égouts pluviales, par exemple, normalement, on fait une conception pour une pluie de récurrence 10 ans. Tout ce qui est supérieur à ça, le réseau ne peut pas le prendre. À un moment donné, ça prendra des trop grosses conduites. Il n'y a pas aucune ville qui peut faire ça. Mais ces pluies de récurrence-là, de 10 ans, ben là, il faut les majorer. Il y a 7-8 ans, on majorait ça de 15 % dans les différents modèles qu'on faisait. Et puis quand on arrivait pour dimensionner une conduite, ben, on prenait la pluie de récurrence 10 ans, puis là, on majorait le débit de 15 % puis il fallait que la capacité de la conduite soit suffisante pour prendre ça. Mais il y a 2 ans, ça a monté à 18 %. Puis là, cette année, c'est rendu à 20 %. Fait qu'en réalité, ça veut dire que la pluie de récurrence 10 ans, qui survenait il y a quelques années, mettons là, une vingtaine d'années, une trentaine d'années, ben non seulement elle survient plus souvent, mais plus intense. Fait qu'il faut être capable de faire face à la musique. Et puis pour ça, ben ça prend des actions concertées du milieu, que ce soit au niveau de la ville ou que ce soit au niveau des citoyens, pour éviter des désagréments. Un désagrément qui peut survenir, c'est un refoulement d'égouts. Bon, M. Laliberté vous a présenté les différents types de conduites d'égouts. Il y a les égouts unitaires, les égouts sanitaires, les égouts pluviaux. Si on les prend chacun à leur tour. Un égout pluvial, bon, lui, comme on peut dire, l'idée, c'est qu'il recueille les eaux de ruissellement. Mais il y a une capacité limite à ce qu'il peut recueillir. C'est pour ça que, avec le plan d'action qu'on va déposer, on vise à ce que les propriétaires envoient leur gouttière sur le terrain de leur propriété, sur une surface perméable, pour recharger la nappe phréatique, ce qui va, soit dit en passant, protéger le bâtiment, parce que ça va diminuer les contractions au niveau de l'argile, de la glaise, là. Et puis, ça va permettre également de diminuer l'apport d'eau à l'égout pluvial. Éventuellement, il va peut-être y en avoir un peu de cette eau-là qui va finir par se diriger à l'égout pluvial. Mais on va avoir diminué l'intensité du débit à la période de pointe. Puis ça va nous permettre à tous, collectivement, de ne pas avoir de refoulement d'égout dans nos caves. C'est important. Au niveau de l'égout sanitaire, au fil des années, il y en a eu des mauvais raccordements. Il y en a qui ont été faits des fois par des plombiers qui ont fait une erreur malencontreuse sans s'en rendre compte. D'autres fois, ça peut être un bricoleur qui a fait un raccordement encore là sans trop savoir les impacts que ça pouvait avoir. Mais au fil du temps, il s'en est accumulé. Fait que le fait qu'il y ait des précipitations, déjà, malheureusement, il y a une augmentation du débit dans les réseaux sanitaires. Fait qu'il faut faire en sorte de diminuer ça au minimum. Et puis, il faut essayer de trouver ces propriétés-là et puis de faire en sorte que les raccordements sanitaires aillent à l'égout sanitaire puis que le raccordement d'égout pluvial aille à l'égout pluvial. En ce qui concerne les égouts unitaires, eux autres, ils interagissent de la même façon, en réalité, que l'égout pluvial. Parce que c'est des égouts qui transportent les eaux usées en période sèche. Mais lorsqu'il y a une précipitation, ben les eaux de précipitation, les eaux de ruissellement se dirigent à l'intérieur de ces conduites-là. Et puis là, ben, ça passe à travers les différents ouvrages. Et puis, quand le débit vient trop important, il y a des endroits où ça peut déborder à l'environnement. Fait que non seulement ça fait du tort à l'environnement, mais ça envoie également des eaux de précipitation à l'usine d'épuration. Ça surcharge le fonctionnement de l'usine, puis ça diminue la qualité du traitement. Fait qu'en réalité, cette eau-là, on pense que c'est nécessaire de bien la gérer. Il
faut pas oublier que la ville, comme toutes les municipalités au Québec puis les municipalités au Canada, ils agissent dans un milieu où il y a des normes environnementales qui sont de plus en plus exigeantes, de plus en plus serrées. Et puis ces normes-là, ben, il faut les respecter. Donc, on n'a pas le choix d'agir au nom de la communauté. Juste pour vous faire une petite image, toujours dans le contexte des précipitations, à Saint-Hyacinthe, on reçoit, bon an, mal an, environ 1,27 mètres d'épaisseur d'eau sur, comme on peut dire, l'ensemble du territoire. Puis ça, c'est les précipitations. Fait que ça veut dire qu'on reçoit un peu plus que 4 pieds d'épais d'eau sur l'ensemble du territoire pendant un an. Bien, il faut être capable de la gérer parce que des fois, quand elle tombe à trop grande intensité, bien là, c'est là qu'elle peut nous donner des problèmes. Parallèle à ça, c'est que des fois aussi, on a des sécheresses. Et puis quand on a des sécheresses, bien là, le débit de la rivière, il peut varier. Je vais vous donner un exemple. En période d'étiage, ça, c'est quand la rivière est à son bas l'été, là, des fois, on commence à voir sur le barrage, pour ceux qui sont un peu plus familiers, là, il y a presque plus d'eau qui sort par le barrage. Bien, là, le débit de la rivière est à 2,5 mètres cubes seconde. Ça veut dire 2500 litres seconde. Pour vous donner une idée, en période de crue, lorsqu'il y a des grosses précipitations, ou le printemps, quand il y a une fonte des neiges, le débit monte jusqu'à 900 mètres cubes seconde dans la rivière. On ne parle pas du tout du même débit, mais il faut quand même continuer à être capable de gérer efficacement nos égouts pour pas qu'ils vous causent de problèmes aux citoyens, mais aussi en période sèche, il faut être capable d'avoir un approvisionnement en eau qui va satisfaire à nos besoins. Puis, d'où l'importance de recharger la nappe phréatique et donc d'envoyer les eaux provenant des gouttières sur nos terrains. La Ville a effectué des investissements massifs au cours des 8 dernières années, puis je vous dirais qu'on en a encore pour 15 ans à investir massivement dans ces infrastructures pour répondre aux obligations et aux normes environnementales et puis pour diminuer les pressions sur les infrastructures. La Ville fait son bout de chemin. La Ville, c'est toutes nous autres. Mais on demande aussi aux citoyens de faire leur petite part en corrigeant, le cas échéant, les installations de gouttières de leur propriété. C'est pas plus compliqué que ça. Si on regarde au niveau du plan d'action, le plan d'action, en réalité, il va se déployer alentour de 2 grands axes. Le premier, c'est on va vérifier la conformité des gouttières pour différentes propriétés. Cette année, on est intervenu dans les secteurs Douville et Boisjoli. On a visité 4027 propriétés en 7 semaines. Et on a, parallèlement à ça, effectué des visites de propriétés pour vérifier s'il y avait des égouts inversés. On ne visite pas toutes les propriétés pour voir s'il y a des égouts inversés. La première chose qu'on a faite à ce sujet-là, l'année passée, on a fait un recensement. On a ouvert l'ensemble des regards d'égouts pluviales qu'il y avait sur le territoire de la Ville pour vérifier s'il y avait de la présence de matière fécale dans les regards. S'il y en a, c'est un bon indicateur qu'il y a des raccordements inversés. On en a trouvé un bon nombre. Et à partir de ce moment-là, bien, on cible un sous-secteur en amont de ce regard-là. Puis ça nous permet d'identifier des raccordements qui sont inversés pour des maisons. Si le sanitaire s'en va dans le pluvial, il y a des grandes chances que le pluvial s'en aille dans le sanitaire. Puis là, ça nous cause des problèmes à la fois dans le pluvial puis à la fois dans le sanitaire. Ça a des impacts sur le fonctionnement de notre réseau d'égouts puis notre traitement à l'usine d'épuration. Puis ça a des impacts au niveau de l'environnement également. Donc, cette année, si je me répète, on est intervenu dans les secteurs Douville et Boisjoli. On a fait un relevé de l'ensemble des propriétés et des installations gouttières de ces propriétés-là. Et on est tombé en mode accompagnement depuis 3 semaines. On recontacte certaines personnes qui nous ont appelés et puis on va les visiter, puis on les accompagne pour les aider à effectuer leur mise en conformité de leurs installations de gouttières. On les conseille. C'est une approche conseil. On accompagne. Si on regarde maintenant, on a une vidéo. Au cours des 6 prochaines années, le service du génie de la Ville de Saint-Hyacinthe entreprendra une vaste campagne d'inspection des gouttières dans l'ensemble des secteurs de la Ville. Le but? Vérifier leur mise en conformité en vertu du règlement 346 afin de diminuer les eaux indésirables dans le réseau d'égouts municipal. Pourquoi?
Si les propriétés du territoire ne disposent pas d'installation adéquate pour gérer les eaux pluviales sur leur terrain, ces eaux seront dirigées vers le réseau d'égouts pluvial au risque de créer des refoulements d'égouts ou encore vers le réseau d'égouts sanitaires où elles occuperont l'espace réservé aux eaux usées, ce qui pourra créer des refoulements d'égouts et entraîner des déversements d'eau usée à la rivière Yamaska. Cela crée également une pression accrue sur les stations de pompage et l'usine de traitement des eaux usées, provoquant une gestion globale de l'eau beaucoup plus complexe. En tant que citoyen propriétaire, votre collaboration est indispensable pour réduire le volume d'eau indésirable qui entre dans le réseau d'égouts municipal. Et tout commence chez vous. Des employés municipaux viendront inspecter vos gouttières en vérifiant si les eaux de ruissellement sont dirigées au bon endroit, soit vers une surface perméable ou dans un baril récupérateur d'eau de pluie dont les surplus accumulés sont également dirigés vers une surface perméable. Vous êtes absent de la maison? Pas de problème, l'inspection se fait entièrement de l'extérieur. Si vos gouttières sont inadéquates, vous recevrez une correspondance vous indiquant les mesures à prendre pour corriger la situation. Pour toute question ou information à ce sujet, consultez le saint-hyacinthe.ca/eau indésirable. Félicitations, Jennifer. Une belle présentation. On en a une deuxième. En moyenne, 100 000 litres d'eau par année sont redirigés dans les égouts pour chaque maison n'ayant pas un aménagement adéquat. C'est l'équivalent du contenu de 2 grandes piscines hors terre. Avec une bonne gestion des eaux pluviales, vous diminuerez les risques d'inondation, de refoulement d'égouts et de déversement dans les rivières. Voici quelques solutions simples, écologiques et efficaces pour bien gérer l'eau de pluie sur votre terrain. Ajoutez un déflecteur à votre gouttière pour détourner l'eau de pluie vers une surface perméable qui l'absorbera, comme le gazon ou dans un baril de récupération d'eau. L'eau récupérée pourra être utilisée pour arroser votre jardin et permettra d'économiser près de 6 000 litres d'eau potable par année. Aménagez un jardin d'eau de pluie qui recueillera l'eau des gouttières afin de former un environnement propice à la croissance de plantes et d'arbustes. Enfin, remplacez l'asphalte de votre stationnement par des pavés alvéolés. L'eau pourra être ainsi absorbée dans le sol au lieu de ruisseler vers la rue. Pour plus de renseignements sur les solutions proposées, consultez le saint-hyacinthe.ca. Encore une fois, félicitations, Jennifer. On peut regarder présentement là, ce qu'on voit à l'écran. Il y a un résumé de différentes non-conformités. Il faut quand même mettre des bémols à ça, dans le sens où, et comme on peut dire, c'est toujours pris dans son contexte. Mettons, si on regarde un rejet sur une surface imperméable, que ce soit du pavé uni, une cour en asphalte ou quoi que ce soit, dès que l'eau s'en va à la rue, c'est non conforme, c'est certain. Par contre, la personne dont l'eau s'en va sur le pavé uni, puis qu'après ça s'en va sur le gazon à 1,5 mètre de la maison, il n'y en a pas de problème. C'est numéro 1, elle s'en va sur une surface perméable, puis elle finit par percoler dans le sol. Ça, c'est parfait. Si on regarde la deuxième image, on voit qu'il y a un petit puisard. Si le petit puisard il est raccordé sur le drain de fondation, c'est sûr que c'est non conforme. C'est pas bon. Par contre, si le petit puisard qu'il y a là, il est raccordé puis il s'en va, mettons, avec un drain ou avec un petit tuyau dans une haie, se déverser dans une haie un peu plus loin ou plus loin sur le terrain ou dans un puits percolant. Un puits percolant, soit dit en passant, c'est comme un trou qui est effectué sur le terrain dans lequel on met une membrane, on remplit ça de pierre nette et puis l'eau s'en va là-dedans puis elle rentre tranquillement dans le sol. Fait que c'est quelque chose qui est bien simple à faire. Fait que, en réalité, ça dépend. Le puisard, quand il y a quelque chose comme ça, nous autres, on fait une vérification. Il faut être certain que ça ne s'en va pas au drain de fondation. Si ça s'en va sur le terrain plus loin, il n'y en a pas de problème. Quand on regarde la troisième photo, la gouttière, elle s'en va directement dans le drain. Bon, ben là, le drain, je peux vous dire que celle-là, ça s'en allait dans le drain de fondation. Ben, c'est pas bon. On va exiger qu'il y a des branches qui bouchonnent son drain et puis qui redirigent sa gouttière à 1,5 mètre du bâtiment minimalement sur une surface perméable. C'est pas, on n'enverra pas ça sur l'asphalte. Il y a du monde qui vont dire « Ah ben moi, j'ai un trottoir puis je peux pas rien faire. » Il y a toujours moyen d'arranger ça pour que l'égouttement des eaux puisse se faire sans que ça incommode les gens dans leur quotidien. Exemple, pas avoir à enjamber un tuyau ou quelque chose. Mais il y a moyen de faire des aménagements qui ne coûtent pas une fortune et puis qui corrigent les situations. Finalement, on a la quatrième photo où on voit une gouttière qui se rejette directement à côté de la fondation. Bien, c'est sûr que quand c'est à côté de la fondation, l'eau, elle s'infiltre, elle longe le bâtiment puis elle s'en va directement dans le drain de fondation. Qu'est-ce qu'on veut faire là, dans tout ça, là, l'intervention qui se fait? Puis
qui est en accord, d'ailleurs, avec le plan de gestion des eaux de ruissellement du ministère de l'Environnement du Québec, ben, en réalité, ce qu'on veut faire, c'est diminuer l'intensité des précipitations. Je me répète peut-être, mais c'est important. On veut diminuer. Fait qu'autrement dit, s'il va, je prends un exemple, 10 gallons à seconde dans le réseau d'égouts, on veut ramener ça à 6 gallons à seconde dans le réseau d'égouts, puis dans les 4 gallons qui n'y auront pas été, il y en a peut-être un ou deux qui vont finir par y aller, mais 2 heures après, puis le gros de la précipitation va être passé. Ça va avoir fait en sorte qu'il n'y aura pas eu de refoulement d'égouts nulle part, il n'y aura pas eu de rejet à l'environnement, et puis finalement, tout va s'être bien passé. Fait en réalité, ce qu'on demande, c'est juste que tout le monde fasse son petit geste pour l'environnement. Puis, en réalité, c'est pour chacun pour soi aussi. Parce que si on ne le fait pas, ben on va être de plus en plus exposé à des refoulements d'égouts. La prochaine... En réalité, c'est assez simple. Si on regarde Excusez, vous pouvez lui donner exactement l'orientation que vous voulez et puis vous le dirigez sur une surface perméable. Ça peut être aussi simple que ça. Par contre, ça se peut que vous ayez d'autres idées qui sont aussi bonnes que ça. L'important, c'est le résultat. Il faut que l'eau s'en aille sur une surface perméable. Une surface perméable, c'est quoi? C'est de la roche, c'est une haie, c'est du gazon. C'est aussi simple que ça. Ça, en réalité, c'est un genre de déflecteur. Alors, si vous mettez ça sur le bord de votre maison, c'est pas suffisant. Ça ne l'emmène pas l'eau à 1,5 mètre de la maison. Par contre, si vous avez un abri d'auto, puis que, mettons, le pavage finit avec le poteau, généralement, ça finit à peu près avec le poteau de l'abri d'auto, vous mettez ça. On est en affaire, ça s'en va sur le gazon, c'est réglé. C'est pas plus simple, c'est pas plus dur que ça. Dans 75 % des cas, c'est des petits gestes de même qui peuvent régler la situation. Si il y a des installations qui sont plus complexes, oui, des fois, il va falloir investir un peu plus, mais ça vaut la peine de le faire. Je pense qu'on a une autre petite vidéo, Jennifer, je te fais courir. Au cours des 6 prochaines années, le service du génie de la ville de Saint-Hyacinthe mènera une campagne de vérification des réseaux d'égouts pluvial et sanitaires dans plusieurs quartiers. Le but? Détecter la présence de raccordements inversés. Un raccordement inversé se produit lorsque les eaux usées sont acheminées vers l'égout pluvial ou que les eaux de pluie se retrouvent dans l'égout sanitaire. Ces erreurs peuvent être causées par des travaux de plomberie mal exécutés, des branchements incorrects ou des équipements défectueux. Les conséquences sont importantes. Elles entraînent la pollution des eaux pluviales et de la rivière Yamaska, en plus de surcharger l'usine de traitement des eaux usées. Il est donc possible que vous receviez la visite d'un employé municipal à la maison. Lors de l'inspection, l'équipe procédera à un test de coloration. Ce test permet de vérifier si des résidus d'eau usée en provenance de votre propriété se retrouvent par erreur dans le réseau d'égout pluvial. Voici comment ça se passe. Une pastille de colorant est injectée dans l'un de vos appareils sanitaires. Les inspecteurs surveillent ensuite les regards d'égout pour voir où le colorant apparaît. Si le colorant apparaît dans le mauvais réseau, ça confirme la présence d'un raccordement inversé. À noter que cette opération est entièrement sans danger, autant pour vos appareils que pour l'environnement. Si un raccordement inversé est détecté, un intervenant du service du génie communiquera avec vous pour expliquer les étapes à suivre, ainsi que les rôles et responsabilités de chacun pour corriger la situation. Pour toute question ou information à ce sujet, consultez le sainthyacinthe.ca/eaux indésirables. Bon, là, je ne l'ai pas échappé ce coup-là. Écoutez, je vais vous montrer le genre de colorant qu'on met généralement dans l'égout pour faire des tests. En réalité, celui-là ici, vous voyez, il est de couleur orange, mais quand on le met dans un réseau d'égout, normalement, la couleur qui est projetée en surface, c'est vert, pareil comme de l'antigel. Fait que c'est facile pour les gens de voir dans quel réseau ça s'en va. Si mettons, on envoie des pastilles de colorant dans vos toilettes, et puis ça dure à peu près 5 minutes. Et puis là, on regarde où c'est que l'eau, elle s'en va dans la rue. Si elle s'en va dans le réseau sanitaire, tout est parfait. Si elle s'en va dans le réseau pluvial, il y a une inversion. Fait que là, il va y avoir des travaux correctifs à effectuer. Une autre couleur de colorant, en réalité, c'est des couleurs qui sont faciles à détecter et puis qui permettent d'identifier rapidement s'il y a un problème ou non. Plan d'action pour 2025, comme j'en ai parlé tantôt, dans les faits, on a visité 4027 propriétés du secteur Boisjoli et Douville et on a débuté à vérifier les raccordements inversés de plus de 200 propriétés. Il n'y en a pas 200 qui sont inversés, mais il y en avait 200 qui étaient identifiés avec un potentiel d'inversion. On en a trouvé une quinzaine jusqu'à maintenant. Et
On va continuer. On en a encore autant à inspecter cette année. Et en même temps, on va faire de la recherche d'eau parasitaire dans le parc Olivier-Chalifou. Ça, c'est le parc industriel qui est situé là, au boulevard Choquette, dans le coin d'Hydro-Québec. Là. Et puis, mettons, du boulevard Casavant, Baudry, ces choses, dans ce coin-là. Fait qu'on va faire de la recherche parce que dans ce secteur-là, on a du captage pour 25 litres seconde en période de précipitation. Pour vous donner une idée, 1 litre seconde, là, ça, c'est ce que génère 175 unités d'habitation en termes de débit. Fait qu'imaginez, il y a 25 litres seconde de captage qui vient de précipitation, de captage par des toits ou des puisards qui s'en vont directement à l'égout sanitaire. Fait que d'identifier ça, on libère non seulement de la place à l'usine d'épuration, mais on améliore notre traitement également. Et puis, finalement, en 2025, on avait monté un projet pilote en 2024 pour identifier des branchements d'égouts inversés, puis, et, comme on peut dire, développer une compétence, la compétence d'une équipe qui est dédiée à ces travaux-là. Et en 2025, on va corriger les branchements d'égouts inversés qu'on a trouvés en 2024. On en a trouvé une quinzaine. On va continuer en 2026, 2027, 2028, jusqu'à 2030. Tous les secteurs de la ville sont identifiés. Vous voyez, comme l'an prochain, on va aller vérifier les gouttières dans les secteurs Assomption et Sainte-Rosalie. Puis, on va faire de la recherche de branchements inversés dans le secteur Saint-Joseph. On va continuer dans le parc Olivier-Chalifou pour la recherche d'eau de captage. Et puis, on va corriger les branchements d'égouts inversés qu'on a trouvés cette année. Ça continue même jusqu'en 2030. Quand on va arriver à 2029-2030, là, on ne se contentera plus nécessairement juste des gouttières et des recherches d'égouts inversés et dans les parcs industriels. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi vérifier les branchements des pompes submersibles. Les pompes submersibles doivent rejeter leurs eaux vers le terrain, sur le gazon. Si votre pompe submersible rejette vers un réseau pluvial ou vers un réseau sanitaire, on va demander à ce moment-là de la faire débrancher. On a un plan d'action, mais ça va venir. On va refaire d'autres rencontres d'informations à ce moment-là. Juste pour vous donner une idée, pour conclure, dans le plan d'action, parce que je ne passerai pas là, chaque année jusqu'à 2030, on a visité 4027 propriétés cette année. On a envoyé des lettres à presque tous. On a envoyé 3800 lettres jusqu'à maintenant. Il en reste 200 quelques à envoyer. Sur tout ça, on a eu 357 propriétaires qui nous ont contactés parce qu'ils avaient besoin de plus d'informations ou qui vivaient des incertitudes ou des choses comme ça. Sur ces 357 propriétaires-là, ben, on en a visité 145 au cours des 3 dernières semaines. Et puis, il y en a 79 avec qui on a discuté, et puis qu'on va rencontrer au cours des prochaines semaines également. Puis, il y en a encore 133 à rappeler, et puis qui vont être contactés, et on va discuter avec eux autres, puis on va aller les rencontrer. On a procédé à l'inspection initiale. Maintenant, on est en accompagnement auprès des propriétaires pour leur suggérer, en réalité, des façons de corriger leurs installations. Maintenant, le propriétaire peut retenir nos idées, comme il peut avoir ses propres idées sur la façon qu'il va régler son problème. Ça, c'est vraiment... Ça dépend de chacun des propriétaires puis du montant qu'il est prêt à mettre pour corriger sa situation. Ceci étant dit, l'important, c'est le résultat. Au bout de la période de 6 mois qui est octroyée suite à l'envoi de la lettre, ben là, il faut que les installations soient mises en conformité. Et puis, on va repasser pour vérifier si ces installations-là sont mises en conformité. Et puis, on va insister pour que ça le soit. On a une série de démarches qu'on peut effectuer là, par rapport à ça. Pour terminer, j'aimerais juste, si vous avez des questions d'ordre général, ça va nous faire plaisir d'y répondre devant tout le monde. Mais si vous avez des questions par rapport à votre propriété en particulier, ben, je vous inviterai à venir nous rencontrer en fin de rencontre. Moi et Charles, on va pouvoir répondre à vos interrogations. Puis, si, mettons, il y avait trop de monde, on va prendre les noms et puis on va aller vous rencontrer dans les prochaines semaines. Fait que, sur ce, moi, ça clôt pour ma partie. Je vais passer la parole à Elena.
Dans le fond, vous avez déjà vu dans la présentation qu'il y avait certains éléments de la campagne de communication sous la thématique « Pensons autrement ». L'objectif de la campagne, c'est de soutenir le plan de gestion des eaux indésirables en vulgarisant, dans le fond, le fonctionnement des infrastructures souterraines pour améliorer la compréhension des enjeux auxquels nous faisons face. Donc, on trouvait important que vous compreniez l'impact positif que vous pouvez avoir en modifiant vos comportements. Il y a un coffre à outils qui est disponible dans la section eau indésirable sur le site Internet. Vous allez y retrouver le chemin de l'eau qui a été présenté, un feuillet informatif sur les gouttières et les bonnes pratiques, un feuillet informatif sur les branchements inversés, les vidéos qu'on vous a présentées aussi avec une section questions-réponses. Si vous avez des questions aussi au cours de l'année, il y a une adresse courriel qui a été créée qui est gestion-eau@sainte-hyacinthe.ca. Il y a aussi une ligne téléphonique qui est dédiée au sujet, qui est gérée par M. Bazinet et son équipe. Donc, au cours des prochains mois, on ajoutera aussi d'autres vidéos, dont la séance d'aujourd'hui qui est enregistrée et qui sera en ligne, puisqu'on va en entendre parler jusqu'en 2030, comme on vous a expliqué. Minimalement. Minimalement. Merci à tous d'être venus. C'est très gentil de votre part. En effet, oui. Nous sommes rendus à la période de questions. Donc, si une personne qui a une question peut se lever, se nommer, le micro il est dans la salle. N'hésitez pas, on est là pour ça. Et comme M. Bazinet a dit, si c'est vraiment quelque chose de plus personnel, ils sont disponibles aussi. Qui est le premier volontaire? Ou il n'y a personne? Il va y avoir un micro, madame. Monsieur va y aller, puis madame, vous allez être la deuxième. Ah, vous voulez plus y aller? C'était juste pour qu'on entende bien votre question. Francis Morin, secteur Bois-Joli. Petite question. J'avais plus des questions personnelles, mais j'ai une question aussi d'ordre général. On voit, vous l'avez très, très bien expliqué avec les changements climatiques, on voit qu'il y a de plus en plus d'eau, de plus en plus de pluie, puis de pluie qui sont plus torrentielles, plus importantes là, au niveau de notre environnement. On sait qu'on est sur une terre argileuse. On sait que ça peut être, puis il y avait des articles dans la presse assez récemment sur les glissements de terrain qui peuvent être associés quand on lève la nappe phréatique au niveau d'une ville, puis tout ça. Là, puis on parlait de... Est-ce que ça a été étudié? Si on fait lever la nappe phréatique, quels seraient les impacts pour un glissement de terrain potentiel? Oui, en réalité, c'est une très bonne question. Pour remonter le niveau de la nappe phréatique à un point où il y a un glissement de terrain, on parle d'une sursaturation en eau. Là. Dans les faits, on n'est pas là du tout. Là. Parce que le terrain, en réalité, il va prendre une certaine quantité d'eau, mais après ça, l'eau va ruisseler en surface, puis elle va s'en aller d'une façon comme d'une autre, soit à un égout, à un fossé, à une limite de l'eau. Le terrain ne sera jamais sursaturé. Puis pour qu'il y ait un glissement de terrain, il faut d'abord qu'il y ait un point bas. Et puis à Saint-Hyacinthe, on a un relief qui est relativement plat. Mis à part les propriétés qui sont directement situées sur le bord de la rivière, le risque que ça se produise, il est quand même assez faible. Le dernier glissement de terrain important qui est survenu à Saint-Hyacinthe, c'est en 92 aux Salines. Puis en réalité, ça avait été suite à, je vous dirais, à une incompréhension là, des employés de l'époque là, qui avaient fait un énorme amoncellement de terre sur une terre qui n'avait pas de capacité portante. Mais sinon, on va voir de temps en temps, là, mettons, une partie de terrain qui est un peu plus, mettons, à risque, mais c'est sur le bord de la rivière, dans certains cas particuliers de propriétés qui sont construites à des endroits où il y a, mettons, une falaise d'une dizaine de mètres, là, près. Mais sinon, il n'y a pas de problème comme ça à Saint-Hyacinthe. Merci. Question d'ordre général. Je comprends qu'il va y avoir une autre inspection en décembre pour voir si les correctifs ont été apportés. Puis, à défaut des apportés, il pourra y avoir des pénalités, c'est ça? Absolument. En réalité, la façon qu'on procède, on a laissé, dans la lettre qu'on a envoyée, on laisse un délai de 6 mois, OK, aux gens pour apporter les travaux correctifs. Et puis, les gens peuvent nous rappeler si, mettons, ils ont fait les travaux après 1 mois,
S'il nous rappelle, on va y aller le voir tout de suite et puis ça va être réglé. Ça va être la mise à la conformité. Si les gens n'ont pas rappelé, ils n'ont pas donné de nouvelles, au bout du délai de 6 mois, ça peut être plus long, parce que 6 mois, là, on va tomber au mois de novembre, ça va dépendre des conditions climatiques. Ça va être au printemps prochain. Et puis là, on va passer, puis on va vérifier s'il y a eu, comme on peut dire, des travaux correctifs qui ont été apportés. Le cas échéant, le dossier va être réglé. Si les travaux n'ont pas été apportés, il va y avoir des constats qui vont être émis. Constat, la valeur, ce que prévoit le règlement, c'est un constat d'infraction de 200 pour une première offense, mais le constat ne lave pas la personne de faire sa mise à conformité, parce que ce que dit le règlement, on ne l'appliquera pas ça, on ne l'appliquera pas comme ça, parce qu'on n'est pas fou à temps plein. Là. Moi, je comprends, c'est une infraction continue. C'est ça. Tant que l'infraction continue, on peut donner comme on peut dire, mais on va laisser un délai de grâce, parce que peut-être la personne a eu un empêchement ou quoi que ce soit, puis on va repasser quelques mois après, puis là, on va souhaiter que la personne ait effectué les travaux correctifs, sinon, ben on verra qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais justement, ma question concernait le délai de grâce, en fait, parce que pour certains, les travaux vont être plus importants. Puis comme vous le savez, c'est pas toujours évident de trouver un entrepreneur qui va le faire nécessairement d'ici décembre. Surtout que les vacances de la construction arrivent. Il y a déjà des entrepreneurs que leur carnet de travail est complet. Faites quoi dans ce cas-là? Dans ce cas-là, je pense que la bonne chose, c'est quand on n'est pas capable de rencontrer une échéance, que ce soit avec la banque ou avec n'importe qui, c'est d'appeler et puis d'expliquer son cas. Puis à partir de ce moment-là, ben, on va le traiter avec de la bonne façon. OK, c'est beau. Merci. Mais, M. Villeneuve, le but, c'est pas de donner des constats. Hein. Le but, c'est de vous accompagner, de vous aider, puis de régulariser votre situation. Ça va être bon pour vous, ça va être bon pour la ville. Mais on fait pas ça pour donner des constats, on fait ça. C'est vraiment pas le but. Hein? Je vous inviterai, madame. Mais moi, le premier, je demeure à Deauville, puis j'ai reçu une lettre comme quoi je n'étais pas conforme. Ça, non, mais ce que je veux dire... Non, mais on va se conformer. Je vais me conformer, mais souvent, c'est de rajouter un bout de tuyau qui va faire que l'eau s'en ira pas dans les fondations de la maison, qu'elle va s'en aller un peu plus loin. Mais le but, c'est de travailler avec vous puis de vous accompagner pour que vous vous conformiez à la réglementation. C'est pas de vous donner des constats, là. On veut vraiment vous rassurer là-dessus. Oui, monsieur. Gilles Bousquet du secteur Bois-Joli. Quel pourcentage de personnes ont reçu un avis de non-conformité dans chaque secteur, Deauville et Un dans l'autre, c'est 75 75 %? Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des maisons qui ont une gouttière, puis il y en a d'autres qui en ont 10. Oui. Et puis, vous pouvez avoir 10 gouttières, mais il peut y en avoir 7 qui sont conformes, puis 3 qui ne le sont pas. Celles qui sont conformes, nous autres, il n'y a pas de problème. Okay. On veut simplement que les personnes corrigent les gouttières qui sont non conformes. OK. Pour l'équipement que vous nous présentez, parce que 5 pieds, 1 mètre, 0.5, ouais. C'est 5 pieds, ça. Ça me semblait pas tout à fait assez long pour en 5 réalité, pieds. ça le fait, le 1,5 mètres, mais faites-vous-en pas avec ça, dans le sens où ils en vendent de différentes longueurs. Ils se vendent toutes sortes de produits, là. Pas rien qu'au Rona, là. Ils s'en vendent sur Internet, ils s'en vendent un peu partout. Mais vous demandez 5 pieds, là. Oui. 5 pieds, là. Parce que si on les met un au bout de l'autre, là, on a un bon 5 pieds, mais juste un des deux, c'est ça que vous voulez faire, moi, c'est correct pour moi. Il faut les tirer pas mal. Mais si quelqu'un il s'organise à 4 pieds et demi, ça fait pas, là, il n'est pas légal. Ben regardez, on sert de notre gros bon sens, là, mais on ne commencera pas à jouer à dire si on fait 4 pieds et demi ou 4 pieds 2 ou 4 pieds 7. On fait 5 pieds, puis on sert de notre gros bon sens. Ouais, OK. Alors, félicitations pour votre présentation. Là. Merci beaucoup. Ah oui, y a-t-il d'autres sortes de choses comme ça que j'avais vu dans le temps, ça fait plusieurs années? Un genre de déflecteur qui s'enroulait à côté de la maison. Ça existe quand encore, il y a assez d'eau, il se déroule. Fait que ça nous enfarge pas quand on a un déflecteur comme ça.
quand il n'y a pas d'eau, quand c'est beau, il y a beau temps, là, le déflecteur, on peut le rouler ou il se roulait tout seul, je ne sais pas trop. Au début, il se roule tout seul, mais à longue, il se roule moins tout seul. Là. Ouais. Mais il y a je vous dirais, monsieur, le moyen vous appartient. Ça existe encore, cette chose-là, pour aider à... En réalité, là, la solution que vous proposez est aussi bonne que n'importe quelle autre. L'idée, c'est le résultat. OK. Ça se vend encore, ça, ce genre de choses. Oui, ça se vend très bien. Puis si vous allez voir, là, il y a des caniveaux. Il y a des caniveaux préfabriqués qui se vendent. Vous voyez, j'ai appris ça en le faisant cette année. Il y a un monsieur qui me dit « Ah, moi, j'ai trouvé une manière d'installer ça. Je vais installer un caniveau. » Il a coupé son trottoir, juste la largeur du caniveau. Il a rentré le caniveau et puis il a aménagé avec un petit tuyau. Ça ne paraît pas nulle part. Il a remis son gazon par-dessus puis il a envoyé ça dans sa haie plus loin. C'est réglé. Ah, Ça y a pris un après-midi puis ça a été réglé. Pour avoir ce genre de solution-là, on vous contacte, là. Mais il y a toutes sortes de solutions. Il vous appartient de choisir celle qui vous convient le mieux. C'est beau. Ça en est un autre. Merci beaucoup. Oui, moi, c'est Mario Harvey, je demeure à Deauville. Bonjour. Moi, ma maison a toutes des tuyaux comme qu'on a, beige comme ça. Il manque, il n'y a pas tout à fait 5 pieds, mais j'ai reçu une lettre que j'étais non conforme. Oui, mais en réalité, est-ce que c'est celle-là qui est avisée ou non? Et puis, il faut... Alors, je vais vous dire, je ne suis pas votre propriété, là, je ne me souviens pas, mais je les ai toutes vérifiées, les inspections. Les 4027, je les ai vérifiées. Mais il y en a qui ont un dévidoir comme ça doit faire 15 ans qu'ils l'ont, il est troué de partout. Fait que c'est sûr qu'il n'est pas conforme à ce moment-là. OK? Si le dévidoir, il s'en va, mais il s'en va sur l'asphalte autant que sur le gazon, c'est pas conforme. Okay. Mais s'il s'en va, ben, comme je vous ai dit, on ne fend pas les cheveux à 4 pour le plaisir. Là. Okay. Peut-être rajouter, la question que vous posez est bonne parce que dans les lettres qu'on a envoyées, puis on a eu cette question-là aussi là, de d'autres personnes, c'est que c'était pas possible pour nous autres de venir cibler exactement c'était quoi la non-conformité parce que ça aurait été trop complexe de faire toutes ces lettres-là à 4000. Fait que c'est pour ça que l'équipe de Jocelyn est là pour vous répondre, puis à ce moment-là, appelez-nous. Et ils font du one-on-one, puis ils vont aller vous voir, puis ils vont vous expliquer exactement c'est quoi les non-conformités, pour pas que vous perdiez de temps avec ça. Là, c'est ça. Okay. En réalité, on est là pour vous accompagner. Là. OK, j'ai d'autres propriétés aussi, puis j'en ai au centre-ville aussi, puis je suppose qu'on va pas que respecter le 1,5 mètres là, dans le centre-ville. Ben, le centre-ville... Ça, c'est un miracle, ça. Le centre-ville, comme vous avez pu vérifier, il est rendu en 2030. Oui. Et puis, on va voir, d'ici là, votre propriété, il y a certainement des moyens. Si on vous rencontre, mettons, si vous voulez qu'on vous rencontre, on va aller vous rencontrer, on va vous suggérer des possibilités. Puis, vous-même, d'ici là, vous allez probablement en développer pour vos propriétés. On a déjà changé le fait que l'eau de la pluie va dans nos égouts. Dans le fond, on a bouché, comme vous avez dit. Bien sûr. Puis ça s'en va, sauf que le problématique, on est tous collés un contre l'autre. Fait que c'est ça. C'est soit l'asphalte, c'est soit c'est le voisin. Des fois, mettons, vous avez une gouttière qui est orientée d'un côté de la maison, puis là, ça tombe sur l'asphalte. Puis si elle est orientée sur l'autre côté, ça tombera directement sur le gazon. Bien là, c'est sûr, il y a moyen de la changer, l'orientation de la gouttière. Si on a du gazon. C'est mieux le gazon. Mais si on n'en a pas. Non, mais il y a toujours, parce qu'au centre-ville, il y a toujours moyen de trouver une solution. On la regardera, on va aller voir avec vous. OK, c'est bon. Est-ce que je peux... Ben, je vous parlerai après. Les dames d'abord. Diane Sergerie. Bonjour, félicitations, M. Bazinet. Excellente présentation. Merci. Ma question, c'est les gouttières mitoyennes pour les semi-détachés. À qui elle appartient? En réalité, les gouttières mitoyennes, bon, c'est un bon cas d'espèce. C'est une très bonne question. En réalité, si vous tombez, mettons, si ça tombe sur un gazon, OK, le centre, autrement dit, entre les deux maisons, tombe sur le gazon, bien, vous posez un boyau comme ça, puis c'est réglé. Si ça tombe, mettons, sur une entrée charretière, bien là, on va aller voir comment est-ce qu'elle s'est arrangée, puis on va trouver une solution. Et puis, s'il y a lieu, bien, on va être inventif. Qui est responsable de la solution? Qui a la partie? Oui. Le voisin de gauche, le voisin de droite. Elle appartient aux deux.
À quelle Ouais, c'est comme la toiture, hein, c'est un jumelé, là, comme vous parlez. Oui, bien, la toiture, c'est ça, la toiture. Là, on le sait. Là. OK. Mais c'est la vraiment... gouttière, elle, est au milieu. Normalement, il y a moyen de vous entendre avec votre voisin pour ça, là. OK. C'est parce que la maison est à vendre, puis on veut savoir c'est qui est responsable. Mais on ira vous rencontrer. Vous laisserez votre nom à la fin de la soirée, puis on ira vous rencontrer. OK. Ça marche? Bon, Bonjour. monsieur. Bonjour, Guy Rochefort de la rue Chartier, c'est dans le Bois-Joli. Oui. Et puis, l'aspect qui est le plus onéreux, le plus difficile à régler, c'est pas celui de surface, c'est quand il s'agit de séparer le sanitaire du pluvial, mais au niveau des fondations. De faire la séparation entre le drain français puis l'égout. Je voudrais savoir, première des choses, pour les informations, est-ce qu'on peut s'adresser à vous, à votre bureau du génie, pour savoir si oui ou non, on a des égouts pluviaux sur les... Sur la rue Chartier, c'est un réseau d'égouts unitaires. Sur la rue Chartier, c'est un réseau d'égouts unitaires. Il y a des puisards. Ouais. Mais est-ce qu'on peut... Oui, après ça, est-ce qu'on peut se connecter directement sur le collecteur des puisards? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? En réalité, là, il y a 3-4 questions dans votre présentation. On va prendre le temps de disséquer ça un peu. C'est pas permis de raccorder une gouttière sur un drain ou sur n'importe quelle infrastructure qui amène au réseau pluvial. Il faut que l'eau de la gouttière elle s'en aille sur le gazon, dans une plate-bande, dans une haie ou des choses comme ça. Bon. Maintenant, en cas d'une inversion, OK? Il n'y aura pas d'inversion, vous, à votre maison sur la rue Chartier, parce que c'est un réseau d'égouts unitaires. Il y a juste un réseau d'égouts unitaires. Il ne peut pas y avoir une inversion. Il y a juste un réseau. Fait que dans votre cas, précisément, il n'y a aucun risque par rapport à un risque d'inversion. Maintenant, vous me posez une bonne question, et puis je pense que c'est important de y répondre. Quand il y a un réseau d'égouts séparatifs, et puis que la propriété, on constate qu'il y a un raccordement d'égouts qui est inversé. Ce qu'on fait, je vérifie, moi, l'année de construction de la maison. Pour tout ce qui est construit avant l'année 2000, c'est la Ville qui prend en charge les travaux de remise en état puis de réparation des égouts qui sont inversés. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'avant l'année 2000, la Ville participait à des travaux de branchement d'égouts. OK? Puis, il n'y avait pas nécessairement le même ordre qu'il y a présentement. Et puis, même si la Ville, elle amenait ses tuyaux puis que c'était au plombier à se raccorder, du fait que la Ville allait participer à ces travaux-là, ça pourrait entraîner un conflit. Fait que la Ville, ce qu'elle fait, c'est d'emblée, tout ce qui a été bâti jusqu'au 31 décembre 1999, la Ville s'occupe, s'il y a des inversions, elle les corrige. Ce qui a été bâti après ça, en réalité, il y en a peu, mais ceux qui va y avoir, on va interpeller le propriétaire, je vais rencontrer les propriétaires directement, et puis on va se donner un plan de match pour la suite des choses, mais ça va être la responsabilité du propriétaire de procéder aux travaux correctifs. Pour les modifications qui ont été faites après 2000, comme par exemple d'avoir renouvelé, restauré l'égout sanitaire et d'avoir restauré le drain français, dont le but n'est pas d'évacuer les eaux qui descendent des gouttières, mais c'est absolument séparé. C'est simplement dans le trop-plein depuis... On n'intervient pas par rapport à ça. En réalité, on ne commencera pas à refaire faire les drains français de tout le monde, là, à savoir s'ils ont une place pour les corriger ou non. Il faut y aller étape par étape. On n'est pas rendu là, mais pas du tout.
En réalité, on pense qu'en intervenant au niveau des gouttières, puis ultérieurement au niveau des pompes submersibles, dans 4-5 ans, on pense qu'on va être capable d'atteindre la conformité dans tous les bassins versants où on ne l'est pas conforme. Et puis, avec les travaux que la Ville fait aussi, parce qu'il faut se souvenir, puis ça, j'en ai parlé tantôt, mais la Ville investit massivement dans des infrastructures depuis déjà 8 ans, puis elle en a encore pour une quinzaine d'années à investir massivement dans ces infrastructures. Je pense avoir répondu à vos questions. Bon, merci. Merci. Bonsoir, Alain Leclerc. Bon, M. Leclerc, ça va bien? Très bien, merci vous-même. Oui. Vous avez parlé tantôt que vous vouliez inspecter les zones résidentielles, commerciales et industrielles. Moi, il y a une chose qui m'intrigue. Il y a une chose qui fait gonfler notre rivière à tous les printemps. C'est tous les champs agricoles qui se vident par l'irrigation. Qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Pour les champs agricoles? Oui. En réalité, notre intervention se limite au périmètre urbain. OK. En les gouttières, en réalité, nous autres, on intervient dans les gouttières des propriétés qui sont desservies par un réseau d'égouts. Et donc, ça ne s'applique pas au milieu agricole. Parfait. Le règlement 346 est assez simple. Je lis une copie ici. Ça dit « Les eaux pluviales d'un toit de bâtiment qui sont évacuées au moyen de gouttières doivent être déversées sur une surface perméable à une distance d'au moins 1,5 mètres. » Vous nous l'avez bien indiqué. Est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'il y a des bâtiments qui ne sont pas touchés par ça? Ce qui est en territoire agricole? Non, dans les municipalités. Dans le périmètre urbain, tout ce qui n'est pas desservi par un réseau d'égouts. OK. OK, c'est des exceptions. Moi, vous voyez, M. Bézinet, j'aime bien ça, l'équité. Ça, c'est au poste de pompage Giroir. Ça tombe sur l'asphalte. Ben oui. On est en voie de le corriger, d'ailleurs. Ah, OK. Ça, c'est la deuxième, au poste de pompage Giroir, qui tombe sur l'asphalte. Je suis content que vous posiez la question parce qu'on s'est nous-mêmes auto-inspectés. On a fait le tour de tous nos bâtiments. Mais on a eu des surprises, effectivement, de voir que nous-mêmes, on avait des non-conformités. Comme de quoi, rien n'est parfait dans ce monde. En tout cas, mais on va les corriger. On vous remercie, M. Leclerc. Dans le Bois-Joli, il n'y a aucune conformité, aucun bâtiment qui est conforme. Aucun des bâtiments municipaux. À l'Aqueduc non plus, c'est pas conforme. En passant l'autre jour, j'ai dit, je vais regarder pour le fun. C'est pas conforme. Avant de mettre la pression sur les contribuables, ce serait peut-être le fun que la Ville donne le bon exemple. En réalité, c'est un bon point que vous soulevez là. En réalité, on s'est donné le même délai de correction qu'on donne aux citoyens. Puis ça va être fait. Parfait. Donc on va vous surveiller parce que c'est juste en face de chez nous. Hein? Puis j'ai hâte de voir votre solution pour l'asphalte au poste de pompage Giroir. Ça va être... Comptez sur nous autres pour vous accompagner également. Oui. Moi aussi, j'en ai reçu une lettre non conforme. Je ne suis pas gêné de le dire. Mais ça ne sera pas difficile à corriger de mon côté. Merci, M. Leclerc. On compte sur vous pour nous surveiller. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. Bellamère. Bonsoir. C'est juste pour dire, mon nom c'est Bellamère, oui. M. le maire, merci. Merci pour la présentation. C'est très clair, c'est limpide. Moi, juste la question, c'est le délai qui est imparti pour 6 mois. Parce que le jour même où j'ai reçu l'avis de non-conformité, j'ai appelé un entrepreneur des gouttières. Je lui ai exposé ma problématique. Tu changes les orientations pour les mettre sur les surfaces imperméables. Il n'est jamais venu. C'est ça qui m'inquiète. C'est pas... Parce que je sais que dans 6 mois, je serais peut-être pas capable de résoudre cette problématique. Parce qu'il n'y a personne qui intervient. On a un sérieux problème d'entreprise. On va aller vous rencontrer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Okay. Et on va regarder ça avec vous. Je vous appellerai. C'est bon. En réalité, regardez, je vais vous laisser ma carte. Oui. De rien. Prise 2. Prise 2, oui, merci. Moi, je voulais plus sensibiliser sur l'approche, puis je veux juste la valider avec vous.
quand vous dites si la personne, mettons qu'elle a fait les travaux, elle pense que c'est conforme selon, parce qu'on n'a pas toute votre expertise. Hein? Je ne pense pas que les citoyens ici dans la salle ont votre expertise. Mais que vous arrivez, après 6 mois, vous faites une inspection, vous envoyez un constat. Moi, c'est cette partie-là, moi, que je trouve un peu délicate envers le citoyen, plutôt que de faire une sensibilisation, de le rencontrer, de dire, écoutez, le monsieur, il pense d'avoir fait les bonnes choses, mais il manque quelque chose. C'est cette façon-là. C'était la même chose au niveau du changement de réglementation au niveau des eaux, de l'arrosage des gazons et ces choses-là que vous avez changé cette année. Là. Fait que c'est cette approche-là, moi, je voudrais savoir c'est quoi votre orientation, parce que sur le terrain, c'est pas tout à fait ce qu'on entend. OK. Je vais répondre, en tout cas, pour ma partie, parce que au niveau là, de l'arrosage, c'est pas moi qui s'occupe de ça. Hein. Je vais pouvoir répondre pour l'arrosage après. C'est bon. En réalité, on n'a pas le choix de se fixer une limite. OK? Et parce qu'il y a du monde, il y a des gens, malheureusement, qui vont... Il y en a qui vont régler ça dans les semaines qui vont suivre, puis il y en a d'autres qui vont se fier qu'on n'agira pas. Bien là, c'est pas le cas. On avait passé, depuis 2011, de 2011 à 2019, on a été arrêté à cause du COVID. De 2011 à 2019, on a rencontré plus que 60% des propriétaires en ville, puis on a fait de la sensibilisation. On a pu constater qu'il y en avait qui avaient fait des correctifs, puis que ça a duré. Il y en a qui n'en ont jamais fait, puis il y en a d'autres qui en ont fait, mais qui sont retombés dans leurs bonnes vieilles habitudes au fil du temps. Fait que, en réalité, c'est comme dans le restant de la vie. Il y a toutes sortes de caractères, puis il faut composer avec ça. Maintenant, pour avoir une approche qui est équitable pour tout le monde, ben il faut fixer un délai. Le délai, on l'a fixé à 6 mois parce qu'on s'est dit on va faire les inspections rapidement et puis on va laisser, en réalité, l'été aux gens pour faire le correctif. L'été, là, c'est l'été puis l'automne parce qu'on passe en novembre là, ou au printemps prochain. Ceci étant dit, comme je l'ai expliqué au monsieur tantôt, si vous avez un plan de match et puis que votre plan de match déborde du délai, ben, de la même manière que quand vous vous adressez à la banque parce qu'il y a un paiement que vous pensez qu'il ne passera pas, ben vous appelez. Ce qui ne m'arrive jamais, d'ailleurs. Non, mais... inquiétez-vous pas. mais en réalité, ce que je veux simplement illustrer, c'est que vous appelez, puis on prend une entente, et puis on corrige la situation. Mais c'est pas dans ce sens-là. Moi, ce que je veux dire, je comprends votre délai. J'ai été président du Conseil régional de l'environnement de la Nadière. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que vous donnez un délai de 6 mois. Je comprends ça. Sauf que le propriétaire, lui, a fait des travaux à sa pleine conscience en pensant que c'est correct. Comme je vous ai dit, ils n'ont pas votre expertise. Puis si vous passez après 6 mois, vous apercevez que c'est pas tout à fait ce qui a été fait, correct, bien, d'en mettre tout de suite un constat, c'est ce côté-là, moi, que je trouve un petit peu plus... tu sais, envers le citoyen, envers ceux qui vous mettent au pouvoir, là, ben, pas vous, mais le maire, là, je pense qu'il faudrait peut-être avoir une approche un petit peu plus... avoir une sensibilité à ce niveau-là, plutôt que d'aller tout de suite avec le constat. Mais comme je vous ai dit, c'est un bon point que vous amenez, mais on va être en mode accompagnement. On n'empêche pas le monde de nous appeler, d'ailleurs. Avec les chiffres que je vous ai sortis tantôt, là, on accompagne les gens. Fait que il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais on ne peut pas deviner pour les gens les interventions que les gens vont effectuer sur leur propriété. Nous autres, il faut repasser. Oui, mais c'est au moment que vous repassez, moi, que je précise. Là. Vous repassez, vous avez constaté. Ouais. Bon, mettons que des petites choses qui sont... je pense que c'est assez facilement explicable. Si la personne nous dit, mais regardez, j'ai fait telle correction, je pensais que j'étais conforme, puis là, je ne suis pas. Je pense qu'on est assez... Oui, mais si vous émettez un constat automatiquement, en passant dans 6 mois, c'est cette partie-là, là, plutôt mais je pense que... la personne... je pense que si la personne démontre qu'ils ont fait des correctifs, ils pensaient que c'était correct, on va être compréhensif, puis on va dire, mais regarde, il reste peut-être ce petit bout-là qui n'est pas correct, là, pouvez-vous le corriger. Puis, à mon avis, à ce moment-là, on n'y mettra pas de constat tant qu'à moi. Là. Mais s'il y en a un qui est émis, c'est ça que je veux savoir. Il faut quand même faire attention. Là. Il y a une limite à imposer. Puis, comme on a dit tantôt, on se sert de notre gros bon sens. Là. Quand le monsieur a parlé de 4,5 pieds, là, on se sert de notre gros bon sens. Maintenant, il y a une limite à fixer. Et puis, on va gérer ça intelligemment. J'aurais peut-être une suggestion pour vous puis les autres. L'idée, là, c'est que l'équipe, comme le disait Jocelyn, est entièrement disponible. Il y a les numéros directs pour rejoindre. Le mieux à faire, pour être sûr à ce moment-là, c'est qu'une fois que vous avez fait vos correctifs, demandez à avoir une inspection pour être sûr que c'est conforme et que vous allez être correct. Puis à ce moment-là, on vous émet, je crois, une lettre
pour vous confirmer que vos correctifs sont effectués. Ont été effectués. On n'en envoie pas. Mais au moins, vous allez avoir une visite. Vous allez pouvoir avoir une visite d'un inspecteur qui va vous dire, ben c'est conforme. Il va pouvoir le mettre dans la base de données, puis vous allez pouvoir avoir l'esprit tranquille que vous avez fait votre travail comme du monde, puis que tout est correct. Là, fait que c'est peut-être cette démarche-là, si vous n'êtes pas sûr que ce que vous faites est suffisant, ben, appelez-nous. De nous appeler, de nous contacter, on va aller visiter. En tout cas, j'entends bien ce que vous dites, mais je reste quand même sur le point de la sensibilisation au niveau des citoyens, que de cette façon d'arriver avec un constat tout de suite quand il y a des changements comme ça aussi importants, parce que vous avez ça, les clapets, l'arrosage des gazons, ces choses-là, dont les arrosages des gazons qui ont été annoncés juste sur les panneaux. J'ai appelé à la ville pour me dire qu'il n'y avait pas eu de lettre d'envoyer. Puis là, vous mettez des constats le lendemain, plutôt d'envoyer une lettre d'avertissement, de dire, écoutez, le règlement a changé, vous n'avez peut-être pas été mis au courant, à part ça. Moi, je ne passe jamais devant ces tableaux-là. Fait que ce côté-là, moi, je pense qu'au niveau des citoyens, ça serait grandement apprécié. On en prend bonne note, monsieur. Merci. Mais pour revenir à l'arrosage des gazons, là, on l'a partagé à plusieurs reprises, partout ce qu'on pouvait. Là, dans le mot du maire, je pense que j'en ai parlé à 2-3 reprises. On a fait des communiqués, on l'a mis dans les journaux, on l'a mis partout, là. Que les gens qui l'ont pas vu, là, vous avez vraiment pas été chanceux parce qu'on l'a tellement mis partout. Là, que... Ben moi, j'en ai eu un constat. J'étais aux îles de la Madeleine, puis il y a quelqu'un qui vient installer mes choses. Puis là, je suis arrivé le 2, le 3, j'ai eu un constat. Fait que c'est une nouvelle réglementation. Moi, je regarde pas les panneaux, je passe pas par là. Je travaille à Montréal, puis je n'étais pas au courant. Parce que l'année passée, je savais, on avait le temps. Parce que souvent, c'est au mois de mai, je regarde ça. Mais là, malheureusement, cette année, c'était juin. Puis j'ai eu d'autres voisins aussi qui n'ont pas aimé ça non plus. Fait que moi, je pense que quand il y a un changement de réglementation, dans la même année, il devrait, pour une première fois, écoutez, on vous signale, vous n'avez peut-être pas mis au courant, ça peut arriver, là, un avis comme de quoi que vous ne devez pas arroser vos gazons plutôt qu'arriver tout de suite avec une infraction de 284 piastres. On en prend bonne note. Merci. Merci, monsieur. Oui, mon nom, c'est Marcel Clavette. Je suis de Douville. Puis, vous n'avez pas parlé de mon sujet, les clapets. C'est dans votre règlement, le 346. Ben oui. À tous les ans, il faut quoi faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais en principe, vous devez le faire inspecter à chaque année pour être sûr qu'il est conforme. Parce que si vous avez un refoulement puis votre clapet n'est pas conforme, la ville vous aidera pas, puis votre assureur, je ne sais pas jusqu'à quel point il va vous aider à ce moment-là. C'est ça. C'était bien résumé, André. Dans les faits, monsieur, ce que le règlement prévoit, c'est que vous devez inspecter vous-même. Vous pouvez, c'est pas nécessaire de le faire inspecter par un plombier, mais vous devez l'inspecter vous-même puis laisser une trace que vous l'avez inspecté. Fait que, exemple, mettons, vous notez là, dans le coin, souvent c'est dans le coin de la tank à eau chaude. Là. Ouais. Fait que vous mettez un carton puis vous marquez telle date, telle journée, j'ai vérifié mon clapet. Bon, c'est ça. Pas plus que ça. Quand vous le vérifiez, vous le renotez comme ça. Normalement, là, après 5-6 années, vous n'utiliserez pas le même crayon. Hein? Fait que ça va paraître que ça sera pas nécessairement le même qui l'a écrit puis au même moment. Fait que ça, en réalité, par rapport à la ville, parce que, mettons qu'il arrive un refoulement d'important. Mettons, il tombe une grosse pluie, là, comme il a tombé, mettons, dans Laurentides l'année passée, ou comme il tombe, mettons, des fois en Colombie-Britannique. Là, ça peut nous arriver, ça aussi. Bon. Ben si ça arrive, nous autres, on va vous demander, avez-vous inspecté votre clapet? La réglementation prévoit ça. Vous nous présentez votre document, comme quoi vous l'avez inspecté. Nous autres, c'est correct pour nous autres. Mais c'est pas rien que pour nous autres que ça va servir. C'est pour votre assureur aussi. Okay. Parce que votre assureur, en réalité, il va vous demander, as-tu fait l'inspection, as-tu fait l'entretien de ton clapet? Puis si vous pouvez montrer que vous l'avez fait, ben à ce moment-là, vous ne lui laissez pas d'échappatoire pour pas payer pour votre réclamation. OK. Non, tu as répondu à ma question. On peut le faire nous-mêmes, c'est ça? Ben oui. OK. Puis l'autre truc, tu te prends une photo avec les téléphones aujourd'hui. Ben, vous avez bien fait de poser la question, monsieur. Merci. Oui, bonjour, Nancy Thibault de Douville. Moi, j'aimerais savoir, quand on met un baril au bout de la dalle, OK, l'hiver, il faut l'ôter parce que ça va faire un an. Est-ce qu'il faut se mettre une rallonge qui va s'en aller plus loin ou on fait juste déployer? C'est une très, très bonne question que vous posez là.
On va prendre le temps d'y répondre comme il faut. OK? Quand vous mettez un baril récupérateur d'eau de pluie, normalement, il y a un trop-plein à votre baril. Oui. On va parler pour l'été en premier. Oui. Bon. Le trop-plein, lui, il faut qu'il soit dirigé vers une surface perméable, une surface en gazon ou quelque chose comme ça. Comme on disait tantôt. Quand il arrive l'automne, vous ne pouvez pas le laisser là, votre baril, parce que en réalité, il va geler puis il va casser. C'est ça. À partir du 15 de novembre jusqu'au 15 d'avril, vous pouvez l'enlever, votre baril. Fait qu'on laisse la gouttière, le Oui, bout de vous la laissez gouttière. comme elle est là. Nous autres, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'au même titre qu'il y a du monde qui passe pour, mettons, faire des suivis pour être sûr qu'il n'y a pas du monde qui arrose quand c'est interdit, éventuellement, il va y avoir du monde qui vont passer pour vérifier l'état des gouttières. On a repassé, mettons, une année, on va repasser l'année d'après ou 2 ans après, puis on va vérifier. Hop, il est conforme? Oui, parfait. On continue. Fait que, retenez cette date-là, du 15 novembre au 15 avril. OK. Deuxième petite question. Quand tu envoies ton eau en arrière... Moi, j'ai une maison avec un garage pris au bout. OK? Fait qu'à partir du garage, elle n'a pas le drain français, là. Oui, pouvez-vous répéter ça? Excusez. Sur le côté du garage, moi, j'ai pas de drain français. Il y a un drain français juste après la maison. Oui, oui. OK? Les gouttières qui sont sur le côté du garage, je peux les envoyer tout simplement juste en arrière. En réalité, l'important, c'est que vous les envoyez sur une surface perméable. Ça n'a pas d'importance la place que vous les envoyez pour moi. Vous les envoyez pas chez votre voisin. Non, c'est ça. Puis vous les envoyez pas sur l'asphalte. OK. Le restant, ça vous appartient. OK, mais j'ai pas de question d'1,5 mètre, là. Non, le garage, il n'y a pas de drain après. Bon, c'est beau. On va se servir dans un gros bon sens. C'est beau. Ça marche? Bien, merci. C'est moi qui vous remercie. Oui, bonsoir. Mon nom est Claude Robert. Bonjour. Je voudrais savoir, est-ce que la Ville va faire une différence entre... Là, on voit que votre plan que vous me présentez ce soir, c'est seulement résidentiel. Il se bâtit de plus en plus de grands édifices, soit condos ou blocs appartements, qui ont une grosse rétention d'eau par le toit. Est-ce qu'eux autres aussi vont être oubliés de ça? Versus un bâtiment industriel qui peut être aussi grand qu'un édifice à condo, puis qu'on est obligé de se mettre des lacs de rétention et tout et tout. Ça va être quoi les différences? Puis est-ce qu'il va y avoir un plan d'intervention pour ça versus le résidentiel? Dans les faits, le règlement, ce qu'il prévoit, c'est que pour des terrains au-delà de 1000 mètres carrés, OK, 1000 mètres carrés, là, en réalité, c'est juste un petit peu plus grand que 100 par 100. OK? Pour des terrains au-delà de 1000 mètres carrés, la personne, il faut qu'elle fasse de la rétention des eaux, tel que n'importe quel bâtiment commercial sur un bâtiment, n'importe quoi, que ce soit un bâtiment à vocation résidentielle, commerciale, industrielle ou institutionnelle. Dès qu'on a une surface de 1000 mètres carrés, ce qui n'est pas bien grand là, quand vous pensez à ça, bien là, il faut que vous fassiez de la rétention. C'est sûr que la personne qui a un terrain de 1000 mètres carrés par rapport à l'autre qui en a un terrain de 20 000 mètres carrés, l'ouvrage va être plus important sur celui qui a 20 000 mètres carrés. Il va y avoir plus de rétention à faire. Mais il va y avoir de la rétention selon les mêmes normes pour un terrain de 1000 mètres carrés et plus. Autant résidentiel qu'industriel et commercial. La vocation du bâtiment n'a aucune importance. Ah, parfait, merci. De rien. Bien, je me laisse à vous remercier. Vous avez posé des très bonnes questions. Je vous félicite. Et puis, s'il y a quelque chose, je veux que vous sachiez, vous avez tout un numéro de téléphone. Je sais que vous pouvez nous rejoindre, que vous les avez reçus dans la lettre qu'on vous a envoyée. Ça se peut qu'on ne vous rappelle pas le jour même, hein, parce que des fois, il y a plusieurs téléphones qui rentrent en même temps. Mais on va vous rappeler, puis on va aller vous rencontrer si vous voulez qu'on aille vous rencontrer. Soyez-en assurés. Puis ceux qui voudraient qu'on aille les rencontrer en particulier, laissez-nous vos noms, vos numéros de téléphone, puis on va vous recontacter. Ça vous convient comme ça? Bien, merci beaucoup. Encore une fois, merci pour votre présence. Merci de vos questions. N'oubliez pas qu'on est là pour vous accompagner, pour vous aider. Bonne fin de soirée. Merci.